dans toute une histoire, l'histoire de Guy et Eva. Cela fait 10 ans que Guy vit avec le cœur d'un autre. Quand je cours, quand je marche, quand je saute, j'ai toujours une pensée pour le donneur. Je cours aussi un peu pour lui, ça c'est clair. Eva, sa fille, attend une greffe de poumon depuis 9 mois. Aujourd'hui, c'est la seule solution, parce que je sais que la maladie ne fera pas marche arrière, donc... Vous ne pouvez pas vous imaginer l'énergie que ça demande pour elle de lutter. Et aussi l'histoire de Coralie, qui vit aujourd'hui grâce au don d'organes. Je pense qu'il serait temps de montrer que l'être humain peut être quelqu'un de miraculeux pour l'être humain. Et je pense que c'est une des choses les plus belles qu'on puisse faire, de sauver la vie à quelqu'un. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Dans toute une histoire aujourd'hui, l'histoire de Guy et de sa fille Eva. Depuis 9 ans, le papa Guy vit grâce au cœur d'un autre, alors qu'Eva, sa fille, attend le don qui pourra la sauver. C'est une jeune adolescente aujourd'hui. La vie de 13 000 personnes en France sont en attente de greffe et suspendue à un coup de fil salvateur. À l'autre bout du fil, quelqu'un vient de mourir et les médecins vont prélever ses organes. Ce système repose sur une chose, une toute petite chose qui tient dans la main cette petite carte qui indique que vous êtes pour le don d'organes après votre mort, que vous souhaitez sauver des vies. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais tout de suite, voici l'histoire de Guy. J'étais en train de faire du ski avec ma famille et j'ai senti un malaise au niveau de mon thorax. J'ai eu cet infarctus à 38 ans. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais très sportif, j'avais une hygiène de vie saine, j'avais aucun pressentiment de faire un infarctus. C'était il y a 10 ans, Guy a subi plusieurs interventions chirurgicales sans succès. Son cœur et son état de santé général se sont détériorés rapidement. J'avais perdu presque 30 kilos, je n'en pouvais plus marcher. Le professeur qui me suivait m'a dit voilà, dans une nuit, tu as pris 80 ans. Ça m'a fait un choc psychologique très important. Alors, la seule solution qui a été proposée par les médecins, c'était la greffe. Très rapide parce que sinon je ne pourrais plus continuer à vivre comme ça. En attente de greffe, Guy s'accroche à la vie, pour sa femme et pour ses filles. Après 3 mois, enfin, un nouveau cœur est disponible. Guy est transplanté. Quand je me suis réveillé, ça a été une libération de pouvoir respirer. De suite un bien-être. Ça a été quelque chose de très fort. Ça a été un succès, une réussite. Ça a permis à mon père de vivre aujourd'hui et de faire tout ce qu'il fait. Quand je cours, quand je marche, quand je saute, j'ai toujours une pensée pour le donneur. Je cours aussi un peu pour lui, ça c'est clair. Le don d'organes, je crois que c'est le plus beau geste de générosité qu'un être humain peut faire sur la planète, ça c'est clair. Oui, c'est un beau geste, Ouais. Un grand geste. Oui. Vous l'auriez fait, vous, spontanément, vous pensez? Oui, tout à fait. Vous étiez déjà concerné, enfin... Oui, tout à fait concerné. J'avais même rempli une carte quelques années avant. Prendre 80 ans en une nuit, j'arrive pas à le croire. Eh oui, c'est que je ne pouvais plus marcher, à peine respirer. Je veux dire, c'était vraiment... j'étais devenu grabataire. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Ça fait 9 ans. Et comment ça va? Ça va être très impeccable. Et ce cœur qui bat en vous, vous imaginez la personne à qui il appartenait? Bien sûr, ça c'est quelque chose qui est quotidien, dans notre vie de tous les jours. Bon, on y pense. Bon, même si je l'ai adopté, je veux dire, mais c'est quelque chose qui est différent par rapport à avant, c'est clair. Vous imaginez cette personne? Qu'est-ce que vous savez sur cette personne? Moi, je sais que c'est un jeune garçon de 18 ans, c'est tout, quoi. Donc, ah oui, donc vous avez un corps, un cœur et un corps, tout ça, vraiment extrêmement au point. On essaye d'être... Je vous propose d'abord de donner la parole au docteur Corinne Antoine. Est-ce que ce sont des opérations qui sont devenues fréquentes? On va parler d'abord peut-être du cœur. La transplantation cardiaque est maintenant une intervention qui est techniquement bien contrôlée par les chirurgiens. Bien sûr, c'est une intervention difficile, mais ce sont des chirurgiens expérimentés qui la pratiquent et c'est un geste maintenant bien codifié. Il y a le geste en lui-même, le geste chirurgical, mais il y a tout l'après-greffe qui est très important. On a tendance à rejeter l'organe quand vous agreffez, donc on vous administre des traitements anti-rejet. Ces traitements s'améliorent d'année en année avec des performances de plus en plus importantes, de façon à alléger ces traitements et à pouvoir mieux les tolérer. Et là aussi, il y a un domaine de complexité qui dépasse aussi celui de la chirurgie. 340 cœurs ont été transplantés l'année dernière, ça veut dire un par jour quasiment, quoi. C'est colossal, ça veut dire que c'est une opération qui est devenue fréquente. À votre époque, ça l'était moins, ça l'est de plus en plus. C'est un cœur donc bien costaud et bien solide que Guy a reçu il y a presque 10 ans aujourd'hui, et heureusement, car d'autres épreuves sont venues après celle-ci. Donc ses filles, 2 jumelles, Eva et Flora, des jumelles qui avaient 10 ans au moment où il a été greffé, étaient atteintes depuis leur naissance de la mucoviscidose.
À peine greffé, Guy doit encaisser un nouveau coup dur. Ses jumelles, Eva et Flora, atteintes de mucoviscidose, voient leur état de santé s'aggraver. C'est surtout pour Flora que la situation devient critique. La maladie de Flora, c'est accéléré quand j'ai fait mon infarctus. Et après ma transplantation, quand elle a vu que j'allais bien, elle a dit bon ça va, mon papa va bien. Donc moi je peux partir. C'était à la fois ma sœur et une amie. On se disait tout, on partageait la maladie également. Le jour où elle est décédée, j'ai très mal dormi. C'est comme si je ressentais tout ce qui se passait. Et au fond de moi, je savais ce qui était arrivé. Ma sœur est décédée à l'âge de 11 ans. Seule une greffe de poumon aurait pu sauver Flora, mais son état de santé s'est détérioré si rapidement que les médecins n'ont même pas eu le temps d'envisager une intervention. De toute façon, Flora ne voulait pas être opérée, elle l'avait confié à son journal intime. Dans une page, elle avait écrit en très gros « Je ne veux pas avoir de greffe ». Et ça nous a bouleversés. Elle avait peur et elle préférait encore mourir que d'être greffée. J'ai énormément culpabilisé. Le fait qu'on était tous les deux en attente de greffe et que moi j'ai eu cette chance. Aujourd'hui, je me dis que c'est elle qui aurait dû être à ma place. J'ai eu une prise de conscience de la gravité de la maladie. Je me suis dit, ça sera bientôt à toi, tu vas y passer. Presque 10 ans après, la maladie d'Eva s'est elle aussi aggravée. À son tour, elle a besoin de nouveaux poumons. Lorsque l'état de santé d'Eva s'est détérioré, je n'ai pas cessé de faire des parallèles avec les différentes étapes des derniers moments de Flora. J'ai tout de suite alerté le médecin en disant qu'il était hors de question que ça se termine de la même manière. Hors de question que ça se termine de la même manière. Comment vous vivez aujourd'hui, vous, d'avoir été greffé, que votre première fille n'ait pas pu être sauvée, que l'autre soit aujourd'hui en attente de greffe? De toute façon, maintenant, on n'a pas le choix, on vit pour elle. On se bat pour elle tous les jours et donc on ne veut pas que ça se reproduise, ça c'est clair. Ça, c'est l'objectif premier qu'on s'est donné avec les médecins et puis la famille. Donc, elle est motivée, votre fille? C'est un peu un dent de scie, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est là la difficulté, c'est que par moment elle a envie de vivre, par moment elle a envie de mourir. Ça, on va prendre de ces nouvelles d'ici quelques instants. Elle sera au téléphone avec nous, puis on verra des images qu'on a tournées au mois de juillet avec elle. C'est important de montrer l'évolution de la maladie et de montrer qu'il faut aller extrêmement vite. En quoi la greffe peut sauver cette jeune fille qui est atteinte de mucoviscidose? La mucoviscidose est une maladie génétique qui est transmise par les parents. Il y a environ 2 millions de Français qui sont porteurs de ce gène. C'est la maladie génétique la plus fréquente. J'imagine que ça ajoute à la culpabilité encore, mais vraiment c'est une injustice. C'est une injustice, il y en a plein d'autres sur la maladie génétique. Et effectivement, il y a malheureusement un risque sur 4 de donner naissance à un enfant atteint de mucoviscidose. Cette maladie, il va manquer une protéine qui va être essentielle pour fluidifier certaines sécrétions, le mucus des bronches ou d'un organe qui s'appelle le pancréas, qui est très très important pour la digestion en particulier de certaines graisses. Et donc ce mucus qui est très épais va obstruer les bronches. Petit à petit, ces bronches vont s'infecter, les infections vont se multiplier et ce processus va finalement détruire, enfin abîmer de façon très sérieuse les poumons, qui fait qu'on va manquer d'oxygène pour oxygéner le sang et donc le cœur et tous les organes. Et donc la greffe est une solution miracle dans ce cas-là? Ça suffit à repartir comme Guy est reparti? Oui, puisque ces poumons ne sont pas atteints de ce déficit. Les sécrétions bronchiques, elles seront normales. On pourra les évacuer par la toux comme tout à chacun. Et à partir du moment où la greffe peut prendre, que le traitement anti-rejet est efficace, on peut retrouver une vie normale et participer à Transform, même si on est greffé du poumon. Entre espoir et inquiétude, je vous demande d'accueillir la maman d'Eva, Denise. Ça va? Parlons d'abord de votre première fille. On n'arrive pas à comprendre cette histoire qu'une petite fille aussi jeune, de 11 ans, puisse refuser une greffe. Qu'est-ce qu'elle comprenait de tout ça, vous pensiez? Je pense qu'elle ne comprenait pas vraiment et je crois surtout qu'elle a vécu de très 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 près l'attente de son papa et la brutalité de cet infarctus qui est vraiment arrivé contre toute attente. À 38 ans, alors vous aviez une parfaite condition physique, pas d'abus, diététique, etc. Ouais, donc personne n'était à l'abri. Vous savez, chez le papa, pour la fille, c'est quelque chose. Donc de voir son père complètement anéanti en quelques heures. Ça a été très dur à vivre, d'autant plus qu'elle-même était à la maison aussi. Et ils ont vécu, lui, son attente et elle, la dégradation de son mari en même temps.
Est-ce qu'elle a compris ensuite l'espoir que ça pouvait représenter, cette greffe? Je ne pense pas. Je crois, d'après le pédopsychiatre qui la suivait, qu'elle a attendu que j'aille bien pour se laisser partir, quoi, je veux dire. Elle a vraiment... elle était très mal, et elle a attendu que j'aille bien. Quand la greffe a marché, elle a dit ça va, moi je peux partir. On a eu la sensation qu'elle s'est lâchée. Ouais, elle s'est lâchée quand... Vous ne pouvez pas vous imaginer l'énergie que ça demande pour elle de lutter. Pour tous ces gens qui sont atteints de cette maladie-là, d'autres aussi bien sûr, mais bon, je connais bien celle-ci. Et c'est une énergie énorme, énorme pour donner le change vis-à-vis des copines, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de tout. Et cette énergie, elle ne l'avait plus. Elle ne l'avait plus, et voilà. On va voir dans un instant que même si cette maladie est oppressante, même si elle la vit au quotidien, elle se débrouille quand même pour essayer de penser à autre chose, de vivre comme une jeune fille, d'avoir plein de projets. Mais là, la greffe devient urgente. Voici ce qui nous attend dans la suite de l'émission. Tout de suite, dans Toute une histoire, l'histoire de Cindy. Elle a accepté que l'on prélève des organes sur le corps de son mari. Grâce à lui, on va pouvoir sauver des vies. C'est ce qui est le plus important. De se dire sauver des vies avant tout. Et puis l'histoire de Coralie. À l'âge de 6 ans, elle a reçu une greffe du foie. Quand j'étais petite, j'avais plus peur de la greffe que de la mort parce que la greffe, c'était la douleur, c'était la galère. Mais ça vaut le coup de vivre, je sais pas, je pose comme ça. Mais ça vaut carrément le coup de vivre. Ça vaut carrément le coup de vivre. À quel moment la greffe s'est avérée nécessaire pour votre seconde fille, pour Eva? Il y a à peu près 1 an. Exactement, elle a été mise sur liste le 6 septembre de l'année dernière, donc le temps de la mise sur liste prend à peu près 2 mois, donc oui. Le délai d'attente moyen est de combien de temps? On nous a signalé 3 ans, mais c'est quelque chose qui évolue assez rapidement, je pense, j'espère, on est là pour ça. Et on est là aussi pour ça, mais si on peut. Oui. Si on peut. Il y a urgence, c'est une greffe de quoi qu'elle attend exactement? Donc, des deux lobes pulmonaires, les deux poumons. 2 poumons. Donc ça signifie qu'il faut qu'elle trouve 2 poumons qui correspondent en termes de taille. La compatibilité, oui, effectivement, est au niveau de la taille, du poids, du groupe sanguin, donc poussé assez loin, je crois, dans les caractéristiques, ainsi que la virologie, je crois, enfin bon. Comment elle vit l'attente de cette greffe au regard de ce qu'a vécu sa sœur? Elle culpabilise beaucoup. De façon assez récente d'ailleurs. Depuis 2 mois, après. Il y a des choses qui remontent? Oui, énormément de choses. Elle a presque refusé la greffe, quoi. À un moment donné, elle se dit pourquoi moi me sauverais alors que d'autres décèdent? Parce qu'elle a, parmi son entourage, elle a beaucoup d'amis à elle qui sont décédés, sa sœur qui est décédée. Donc elle a dit pourquoi moi me sauverais alors qu'elle. Comment vous serez prévenu s'il y a des poumons qui sont disponibles pour Eva? Il l'appelle sur son portable. C'est elle est majeure maintenant, donc elle a son portable. Bon, ils ont les numéros du papa et de la maman aussi, mais c'est elle qui sera prévenue en priorité. Et on lui demande, veux-tu toujours le don? Et alors? Et là, c'est parti. Vous avez peur qu'elle réponde non? Oui. Oui ou non? Actuellement, oui. En ce moment, oui. Ouais. D'ailleurs, elle a demandé à ce que le portable soit dans ma chambre la nuit, pour que ce soit moi qui décroche. Pour dire oui? Oui, pour dire oui, pour elle, parce qu'elle sait elle sait qu'elle en a vraiment besoin, elle est d'accord pour, mais sous le coup de l'appel de l'urgence, je pense qu'elle a peur spontanément de dire non par peur. C'est énorme comme opération, donc oui, il y a des risques, bien sûr. On peut avoir plus peur de l'opération que peur de la mort, vous pensez? Je crois pas qu'elle ait peur de la mort, je crois qu'elle a plus peur justement de tout ce côté médical qu'elle vit depuis 20 ans, ce côté... Il faut réussir à penser après, en fait. Voilà, c'est ça. Elle a du mal en ce moment à projeter après, justement parce qu'elle traîne une grosse culpabilité vis-à-vis de sa sœur et de ses 2 proches amis qui sont partis très récemment. Qu'est-ce que vous lui dites pour la déculpabiliser? Que nous, on s'est battus pour elle jusqu'à maintenant et qu'elle n'a pas le droit de nous faire ça. On la culpabilise encore plus. Non, je crois qu'on ne pose pas trop de questions, quoi. On essaie de l'accompagner. On l'accompagne au quotidien. Tous les jours dans sa vie et de ne pas trop focaliser sur cette attente de vivre en dehors des bons moments et des moments difficiles quand elle a des problèmes respiratoires. Ça, c'est vraiment... Eva est atteinte de mucoviscidose, je vous le rappelle, elle attend des poumons, donc c'est un quotidien très médicalisé qu'elle a aujourd'hui, avec très appareillé pour avoir une aide d'oxygène. Ça ne l'empêche pas de partager du bon temps avec ses amis. C'est une jeune femme pleine de vie qui sait profiter de la vie. Moi, je veux avoir la greffe pour, d'une part, montrer à la maladie qu'elle ne gagne pas à tous les coups,
et pour venger ma sœur et les personnes que j'ai perdues à cause de la mucoviscidose. Aujourd'hui, c'est la seule solution parce que je sais que la maladie ne fera pas marche arrière. Depuis 9 mois, Eva est inscrite sur liste d'attente pour recevoir de nouveaux poumons. Elle a dû interrompre ses études et s'habituer à une nouvelle vie rythmée par la maladie. Depuis que je suis à l'attente de greffe, j'ai l'oxygène constamment. La kinésithérapie est quotidienne. Souffle. Les aérosols, c'est l'assistance respiratoire pour dormir. L'oxygène, c'est ce tuyau que je mets dans le nez et qui m'envoie de l'air pour respirer. Tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et malgré tout, Eva ne se laisse pas abattre. Elle fait son maximum pour continuer à vivre comme tous les jeunes de son âge. Je vis à 200 à l'heure, parce que justement, je ne veux pas montrer que je suis malade et que ça m'empêche de faire des choses. Les sorties en boîte, les booms, les petits copains à droite à gauche. Tout ce qui se présente et qui est positif dans la vie, tout ce que tout le monde a envie de vivre en fait. Je profite de la vie parce qu'elle peut s'arrêter demain. Ça fait 9 mois que j'attends la greffe. C'est vrai qu'à chaque fois que mon téléphone sonne, j'ai le cœur qui bat à 200 parce que je me dis que c'est peut-être ça. C'est stressant, c'est inquiétant. Plus ça va dans le temps, plus la maladie progresse. Et plus on s'approche d'une éventuelle échéance. Donc c'est difficile. La greffe me fait très peur. Que mon père soit greffé m'apporte énormément. Donc pour moi, c'est un exemple, c'est un modèle. Tu y crois, quoi. Tu es optimiste. Je suis d'un caractère battant, donc je ne peux pas me dire que ça ne va pas marcher. Là, tu es dans une situation où la mort, elle est proche, donc, mais la vie, elle est encore plus proche. Donc c'est ce côté-là qu'il faut que tu vois. Peut-être demain, on va t'appeler et qu'on va te sauver. Mon papa, c'est un modèle. Je ne sais pas si je suis au modèle, mais bon, je l'aide, c'est tout. Quoi. Ouais. Je trouve ça très dur quand vous lui dites la mort est proche et la vie est encore plus proche. Et en même temps, je vois que vous voulez... Je crois qu'elle est habituée à cette brutalité. Cette vie qui est difficile pour elle. Et le mot mort, pour elle, ça ne lui fait pas peur. Enfin, ça fait partie de son quotidien. Elle a perdu sa sœur, elle a perdu ses amis. Elle aura peut-être d'autres personnes qui vont décéder. Et je crois que le mot mort, ça nous fait peur à nous. Mais bon, il ne faut pas que ça fasse peur. Enfin, je veux dire, ça fait partie de notre vie. Hein. Alors, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui avec nous pour une bonne raison. Elle n'a pas le droit de s'éloigner de plus d'1h30 de l'hôpital qui pourrait l'accueillir en cas de coup de téléphone. Elle était venue sur ce plateau en juillet dernier. Voilà ce qu'elle nous disait à l'époque. Depuis quand tu es placée sur la liste d'attente des greffes? Depuis le 6 septembre 2005. Donc depuis septembre dernier déjà. Et tu attends? Voilà. Comment tu vis cette attente, toi, Eva? Par moments, je me languis qu'on m'appelle parce que souvent quand je suis mal, j'ai hâte que d'une seule chose, que mon téléphone sonne. Et parfois, je suis angoissée, j'ai peur et j'ai pas trop envie d'y aller non plus. Mais tu sais que le jour où ça sonnera? Ben, j'irai. Le jour où je partirai à la greffe, c'est 50-50. Donc il y a autant de chances que je reste sur la table que je vive après encore mieux. Donc, beaucoup mieux en fait. Voilà, beaucoup mieux. On est obligé de penser aux deux parce que même si je positive beaucoup, il faut se dire que ça peut ne pas marcher. Mais comment tu peux penser à ça avec ton âge? Je veux dire, comment tu imagines que ça ne marche pas? On est obligé d'y penser, c'est quand même une greffe de poumon et c'est pas simple, même si aujourd'hui les chirurgiens sont très bons sur ça. Mais il y a un risque. Eva est avec nous au téléphone aujourd'hui. Tu m'entends, Eva? Oui, oui. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va. Tu es en forme? En forme, on ne peut pas dire ça, mais je fais aller. Le moral? Moyen. Ça veut dire ça dépend des moments? J'ai eu une passe cet été à vide, j'étais pas bien du tout. Et là, je suis suivie psychologiquement et médicalement, donc ça va un petit peu mieux.
De quoi tu as besoin de parler avec ton psy en ce moment? De cette attente de greffe. Et de ce que je ne peux pas faire tous les jours, c'est-à-dire que mes copines sortent, vont à l'école normalement et que moi je ne peux pas. Comment tu as évolué dans ta tête ces dernières semaines? Toujours pareil, je pense. Je vis pour ce moment où on va m'appeler et que je vais partir à la greffe. Je ne sais pas si tu as entendu tes parents sur ce plateau, Oui. qui disaient que parfois tu balançais, tu pensais éventuellement ne pas avoir le courage d'affronter l'acte médical. Oui. Tu en es où par rapport à cette idée? Ça va un petit peu mieux. J'ai mieux accepté ce qui s'est passé ces dernières années. Et le fait que moi, j'ai la chance d'aller à la greffe, ce que n'ont pas eu certaines personnes. Tu penses à ta sœur, notamment? Notamment ma sœur. Pour tes copines, tu es plutôt une malade ou plutôt une battante? Une battante, parce que mes copines m'ont toujours vue avec le sourire, même s'il s'est passé de mauvaises choses. Donc ils me voient comme une battante et ne jamais baisser les bras. Oui, mais bon, j'ai eu la chance de te rencontrer, donc je sais que tu es une battante, effectivement. Oui. Je comprends aussi les peurs que tu peux avoir. C'est normal, c'est un acte médical tellement lourd. Et en même temps, il faut réussir à penser après. Oui. Tu arrives à penser après? Non, pas vraiment. Je me dis que, comme j'ai entendu mon papa qui a dit que ça fait 20 ans que je vis avec la maladie, c'est vrai, j'ai du mal à me dire que du jour au lendemain, tout ce que j'ai fait comme soin, tout ce que j'ai au quotidien va s'arrêter. Et non, j'ai du mal à penser. Après, je verrai au jour le jour quand ça arrivera. C'est bizarre de dire ça quand même, hein, de dire je vais me retrouver en pleine santé, j'ai jamais connu ça et, voilà, et j'en ai peur. Tout à fait, non, mais c'est pour ça que je sais que le jour où ça arrivera, j'en profiterai à 100%, mais aujourd'hui, j'ai du mal à l'imaginer. Ta maman redoute que tu dises non en cas de coup de fil, même si tu penses oui. Ça veut dire que tu donnes ton téléphone à ta maman? Voilà, parce que c'est vrai que le moment où j'ai pas été bien, là, j'étais prête à dire non quand on m'appelait. Parce que pour moi, je devrais pas avoir cette chance. Et, à cause de quoi? J'ai du mal à comprendre pourquoi tu dis je ne devrais pas avoir cette... Évidemment que si, tu devrais avoir cette chance. Oui, mais je sais que c'est difficile à expliquer, mais moi, au fond de moi, j'arrive pas à me dire que je vais avoir cette deuxième chance que n'ont pas eu, notamment ma sœur qui était ma sœur jumelle, et on a toujours tout fait ensemble. Tu trouves pas que la vie, elle a déjà été suffisamment dure avec toi? Si. Bah oui, alors justement, la chance, il faut la prendre. Hein. Oui, je sais, c'est pour ça que je suis un peu plus consciente aujourd'hui. Non, tu n'as aucune raison de culpabiliser, Eva. Mais je sais que parfois, on culpabilise pour des fausses raisons. Voilà. C'est pour ça qu'on a des psys, c'est pour ça qu'on a des amis, c'est pour ça qu'on a des parents. Plein de gens qui t'encouragent. Et maintenant, tu n'es pas toute seule, hein, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tout le monde t'accompagne, tout le monde est avec toi ici. Est-ce qu'on peut dire bonjour à Eva, s'il vous plaît, mesdames, messieurs? Et moi, mon rêve, c'est de te recevoir sur ce plateau dans quelques mois avec tes nouveaux poumons en pleine forme. Oui, j'espère. Tu arriveras en faisant 3 sauts périlleux, un salto arrière. Et t'atterriras comme une petite fleur sur le plateau. Je suis très content de t'avoir parlé aujourd'hui. Oui, moi aussi. Je pense à toi quasiment tous les jours. C'est gentil. Je devais te rendre visite il y a quelques temps. Oui. Alors moi aussi, j'ai été un petit peu malade, donc je suis désolé. J'espère que je pourrai le faire prochainement. C'est pas grave. Et en tout cas, je pense à toi, mais quasiment tous les jours, sache-le. Merci. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont penser à toi. On t'embrasse très fort. Je suis très courageuse. Très courageuse et très sensible. Et très sensible, et c'est ça qui fait la différence, parce que c'est pour ça qu'elle se pose autant de questions. Je crois que justement, quand on est hypersensible, on se pose une multitude de questions, et il n'y a jamais la même réponse, quoi. Et d'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre, ça peut changer en fonction de certains événements, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Donc, on ne peut pas répondre à toutes les questions, quoi. Est-ce fréquent, docteur, qu'au moment crucial, au moment où on doit dire oui, les gens sont tentés de dire non? Alors, c'est un moment très très intense. On va vous annoncer quelque chose que vous attendiez depuis des mois.
Oui, il m'est arrivé d'avoir au téléphone des familles en pleurs, d'avoir même du mal à annoncer concrètement comment il fallait les faire venir sur l'hôpital, puisque c'est vraiment un événement très attendu. Et en même temps, il faut foncer, il ne faut pas traîner, quoi. Il faut aller très très vite. Les organes sont mis dans des containers entourés de glace pour pouvoir, un peu en hypothermie, pour pouvoir attendre les quelques heures nécessaires pour faire venir le patient qui attend pour la greffe et l'installer sur la table d'opération. Ça se joue à quelques heures, en fait. Pour le poumon, c'est moins de 4 à 5 heures. Pour le cœur, c'est moins de 6 heures. Et pour le foie, c'est moins de 8 à 10 heures. Donc il faut aller très très vite. Donc il faut très vite prendre la décision. Et c'est vrai que l'annonce, quand le téléphone sonne, quand l'annonce est faite, il y a vraiment un moment d'émotion très intense. Et ceux qui appellent sont préparés, des gens. Pardonnez-moi de vous avoir coupé. Ceux qui appellent sont prévenus que parfois les gens de l'autre côté peuvent être choqués, dire non alors qu'ils pensent oui, ce qu'ils savent faire passer le message, ce sont les accompagner les familles. C'est un appel qui est fait d'abord par le médecin, qui généralement, donc même toujours, connaît le patient en attente. Il l'a vu en consultation pré-greffe, il le suit éventuellement pour la maladie chronique. Et il y a des relations souvent assez fortes aussi qui s'établissent entre le patient et le médecin, et on y arrive toujours. Je n'ai jamais eu de non irréversible. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Entre le patient et les médecins, on l'a déjà vécu. Oui, en plus. On a eu un appel 2 mois après la mise sur liste. Ça n'a duré que 10 minutes, puisque ils se sont rétractés derrière. La raison, on l'ignore, mais bon, ça peut arriver. Oui, c'est fausse joie, mais dur, en l'espace de 5 minutes, l'adrénaline, elle a fait piou-piou. Voilà. C'est très dur à gérer. On disait entre le patient et le docteur, mais aussi c'est entre les familles et le docteur. En priorité, le patient, de toute façon, puisque c'est lui qui reçoit l'appel. Mais comment elle vit, la maman, en attendant tout ça? La maman, elle essaie d'être forte pour justement pallier aux déficiences de Eva qui peuvent arriver, puisque là, en ce moment... Qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur du volcan? À l'intérieur du volcan... Les secrets du volcan. Les secrets du volcan, que ça soit vite terminé. Parce que moi, j'attends cette greffe pour... Je ne sais pas pourquoi, il ne se passera peut-être rien après en ce qui me concerne, mais j'ai l'impression que ma vie est arrêtée là. Je suis au pied du mur, j'ai un mur de 50 mètres de haut devant moi et je ne peux pas avancer. Voilà, c'est un petit peu ça. Et vous avez du mal à penser à autre chose? Ça veut dire que je ne peux pas penser à autre chose. De toute façon, je me l'interdis. On ne peut faire aucun projet. Je ne peux pas... Bon, les projets à l'heure actuelle, ça peut être des réservations de vacances, tout simplement. Et on ne peut pas partir avec Eva, donc on ne peut pas faire de projet. C'est cette jeune fille qui est au premier rang? Oui. Vous savez qu'elle représente de l'espoir pour vous quand vous la voyez, cette jeune fille qui a été greffée? Tout à fait. C'est magnifique. Oui. La façon dont elle en parle et dont elle parle aussi de celle qui lui a fait indirectement ce cadeau, c'est quelque chose d'assez fascinant. J'espère que vous aurez prochainement une bonne nouvelle. J'espère qu'on aura tous prochainement une bonne nouvelle. On est en attente. S'il vous plaît, faites quelque chose pour Eva et pour les autres. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous donner de bonnes nouvelles. On reçoit cette jeune femme dans un instant. On continue à discuter du don d'organes, de l'espoir que ça représente pour des familles entières. Mais d'abord, un appel à témoins pour l'une de nos prochaines émissions. Regardez, c'est peut-être votre histoire. Le sexe n'a pas d'importance dans votre vie. Enfant, vous avez été un bouc émissaire à l'école. Votre couple est en crise. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire d'Hélène et Jean ainsi que Marie-Josée et son mari agressés chez eux par des inconnus. Un coup de pied dans la tête. Mon mari était en sang, inanimé. Aussitôt des coups de poing. Je ne savais plus où j'en étais vraiment. Vous savez, c'est une impression d'angoisse, d'horreur. On se demande ce qui se passe. Et aussi l'histoire de Claude Sarraute, agressé 2 fois dans la rue. Enfin, j'enlève de la rue les passants. Ils voient une vieille dame qu'on traîne par terre. Il n'y avait qu'à faire 3 pas pour venir m'en ramasser. Et j'étais comme ça, il avait tellement peur, tu sais. Enfin, l'histoire de Benoît, naufragé. Il a nagé pendant plus de 5 heures pour rejoindre la côte. On est dans notre monde, je peux vous dire. Quand vous êtes ça, vous ne pensez pas, je pense à ça, je pense à ça. On gère, parce que chaque seconde est à gérer. Si vous ne la gérez pas, c'est la tasse assurée. Guy a reçu un cœur, Eva attend des poumons, et pour recevoir un organe, il faut évidemment des donneurs. Alors Cindy a accepté de donner tous les organes de son mari est décédé, pourtant elle était enceinte à ce moment-là de 7 mois. Elle a accepté, même sous le choc, même sous cette pression, de donner tous ses organes, sauf un organe symbolique. Cindy et Michael s'étaient rencontrés au lycée. Michael était devenu policier et quelques mois après leur mariage, ils allaient devenir parents pour la première fois. T'as filmé là, David? Ouais. Tu me vois? Oui, vas-y. Ok. Donc j'ai essayé de mettre en place une grande photo de groupe. Et exactement 15h32, j'y vais. Ok, merci.
Michael avait déjà choisi le prénom de sa petite fille à naître, Élise. Mais Élise n'a pas eu le temps de connaître son papa. 2 mois avant sa naissance, un soir de novembre 2004, il a trouvé la mort dans l'exercice de ses fonctions. Cindy a accepté qu'on prélève ses organes, tout sauf son cœur. Un cœur qui ne devait battre que pour elle et pour sa petite fille. Élise a aujourd'hui 18 mois. Et la vie continue. Tout à fait. Malgré ce qui vous est arrivé, votre mari décédé dans l'exercice de ses fonctions, comment c'est arrivé? Il a chuté d'un toit de 4 mètres. Il poursuivait un cambrioleur, en fait. Et la chute a été fatale. 4 mètres, pourtant, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, mais c'est la tête, en fait, qui a percuté de plein fouet le béton. Et... Qui vous a annoncé ça? Ses collègues et son commissaire. De quelle façon? Ils sont venus à mon domicile. Il était à peu près 1h du matin. Et ils m'ont annoncé, en fait, que Michael avait chuté. Et il n'avait pas plus d'informations pour le moment, donc Michael était aux urgences. Et 2 heures se sont écoulées en fait, hein, parce qu'on m'a conditionné. Vous étiez enceinte de 7 mois. J'étais enceinte de 7 mois, donc il y avait sa coéquipière de mon mari qui était là. Donc on a passé entre guillemets le temps, on a discuté de plein de choses. Vous aviez compris ce qui allait se passer? Pas vraiment, mais le temps me semblait long. Au bout d'1 heure, 1 heure et demie, je me dis mince, on n'a toujours pas de nouvelles, c'est curieux. Le commissaire était reparti à l'hôpital Beaujon entre-temps et il est revenu à 3h30 du matin pour me dire écoutez Cindy, l'état de votre mari s'est aggravé, il faut absolument venir à l'hôpital. Et lorsque je suis arrivée, en effet, j'ai vu les portes s'ouvrir du service réanimation. Et là j'ai réalisé, je me suis dit, mince, il doit être branché, il ne doit plus être conscient. Vous l'avez vu? Je l'ai vu après. Le professeur du service m'a reçue en salle d'attente et il m'a annoncé en fait, que Michael était dans un coma très profond. Ce qui venait d'arriver était très grave. Donc, vous ne réalisez pas. Moi, personnellement, je lui ai dit oui, mais je veux voir mon mari. C'était la priorité, en fait, voir mon mari. C'était votre premier bébé dont vous étiez enceinte? Oui. Ah oui, donc c'était vraiment le début d'une vie qui commençait pour vous, pour vous 3. Donc à ce moment-là, j'imagine le choc que ça peut représenter. Vous avez vu votre mari? J'ai vu mon mari et là, je me suis dit, je suis en train de vivre un cauchemar. C'est pas possible, c'est pas réel. Ce n'est pas réel. Et c'est le soir, en fait, le soir du lendemain, en fait, de l'accident, on m'a indiqué qu'on ne pouvait plus rien faire, qu'il était en état de mort encéphalique. Alors, on parlait de tout le système de prélèvement d'organes tout à l'heure. Vous étiez sensibilisé au sujet? Oui. J'ai ma sœur aînée qui a été greffée d'un rein il y a 7 ans. Alors ça, c'est l'histoire qui vous est arrivée, oui. Personnelle. Oui. Et puis, j'imagine que quand on est confronté à la réalité, c'est toute autre histoire qui commence. Quand on vous a parlé de prélèvement d'organes sur votre mari, d'abord, il a fallu comprendre qu'il fallait faire le deuil. Oui. Comprendre qu'il fallait se décider. Très vite, parce ils doivent travailler dans l'urgence. Je me suis concertée avec ma belle-maman parce que on s'est adressé à moi, en fait, pour me demander si je leur permettais de prélever les organes de mon mari. Mais je voulais aussi, avant tout, avoir l'accord de ma belle-maman, parce que c'était très important pour moi, parce que c'est elle qui lui a donné la vie. Oui. Donc, qu'est-elle dit? Elle m'a dit, oui, Cindy, toutes les décisions que tu prendras, elles seront les bonnes. Voilà ce qu'elle m'a dit. Comment les médecins ont formulé la demande? C'était très rapide. Entre le moment où ils m'ont annoncé que on ne pouvait plus sauver Michael, je ne peux pas évaluer en temps réel exactement, mais ça s'est enchaîné très vite derrière, dans les paroles. On m'a dit, voilà, est-ce que vous connaissez le don d'organes? Est-ce que vous êtes sensibilisé par le sujet? Et donc moi, j'ai parlé de ma sœur, et ils m'ont dit, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'on puisse prélever également les organes de votre mari? J'ai dit oui, mais pas
c'est un organe pour moi qui était trop symbolique. Pourtant, c'est important de pouvoir donner... Oui, je l'ai mais je vous comprends très bien quand même. Ah, c'est ambigu tout ça. Oui. Donc oui pour le reste. Oui pourquoi? Oui pour quel don en particulier? J'ai pensé au rein, puisque j'ai pensé à ma sœur aînée lorsqu'on lui a donné le rein qu'elle porte aujourd'hui. Et puis, vous dites, mais ma sœur vit grâce à quelqu'un. Mais il n'y a qu'une notion, en fait, ce qui se passe dans votre tête, c'est se dire sauver des vies avant tout. Et Michael n'est plus là, il ne fait plus partie de ce monde, malheureusement, mais grâce à lui, on va pouvoir sauver des vies. C'est ce qui est le plus important. Corinne, est-ce qu'il est fréquent que les gens refusent de donner un organe en particulier? Ça arrive de temps en temps. C'est surtout les organes qui ont une forte connotation symbolique. Il s'agit généralement des yeux par rapport au regard du sujet de l'être cher qui est décédé. Les cornets. Oui, en fait, c'est vrai qu'en fait, les gens, on prélève les cornets. Et c'est vrai que ça ne change pas le regard, mais les gens font l'amalgame entre la cornée et les yeux. Mais c'est vrai que les yeux, donc, a souvent une symbolique assez forte, parce que c'est le regard. C'est généralement une des dernières choses qu'on garde en tête de l'être aimé. Et puis, effectivement, le cœur a probablement aussi une symbolique très forte sur l'émotionnel. Maintenant, je ne peux pas vous donner les chiffres parce que ce n'est pas recensé en tant que tel. Il y a des fois des organes qu'on peut prélever pour des raisons médicales, d'autres pour des raisons de refus particuliers des familles. Je n'ai pas de chiffres à vous donner très précis, mais ce n'est pas très fréquent. Je pense qu'après, c'est vraiment une question de discussion, de dialogue entre la coordination et la famille et le désir du sujet décédé sur ce qui s'est positionné avant. Donc les reins, les poumons? Non, les poumons étaient malheureusement endommagés. Donc les reins, le pancréas et le foie. En tout cas, ce geste de générosité a sauvé 5 vies, ça il faut bien le garder en tête. 1 égale 5, c'est quand même incroyable. On regarde tout de suite un reportage qui nous explique comment la greffe permet de sauver toutes ces vies. On me donnait entre 6 et 9 mois de survie. Je savais que mon temps était compté et je voulais rester en vie parce que je n'avais que 29 ans et j'avais rien fait de ma vie. J'ai été greffée le 20 octobre d'une greffe de rein. Je suis sur liste d'attente de greffe depuis 2 ans. En France, il y a 1400 personnes qui sont prélevées chaque année et il y a à peu près 13 000 personnes qui sont inscrites sur les listes d'attente. Et si en France, nous manquons d'organes pour sauver des vies, c'est que les donneurs potentiels sont rares. Pour pouvoir donner, il faut être en état de mort encéphalique, ce qui représente à peine 1% des décès. On est en état de mort encéphalique quand notre cerveau est complètement et irrémédiablement détruit. Quand le cerveau est détruit, aucun retour à la vie n'est possible. Les organes, en revanche, peuvent se conserver quelques heures, le temps que la famille autorise le prélèvement. Il faut aller vite. Plus on attend, plus les organes se détériorent. En France, on peut prélever donc les reins, le foie, le cœur, les poumons et le pancréas, les cornets, la peau et éventuellement les vaisseaux. Il faut savoir que la peau, les grands brûlés en ont besoin et on est régulièrement sollicité pour faire des prélèvements de peau en vue de greffe, essentiellement sur des enfants. Le compte à rebours est lancé, une équipe part chercher l'organe, pendant qu'une autre prépare le futur greffé. Les receveurs sont choisis en fonction du degré d'urgence et de l'ancienneté sur la liste d'attente. Poids, taille, groupe sanguin permettent aussi de décider quel malade recevra la greffe tant attendue. L'organe est conditionné dans un bocal dans des sacs stériles et dans de la glace, dans un conteneur parfaitement hermétique et il voyage dans des véhicules spécialisés, voire dans des avions. Il est fréquent, voire très fréquent, qu'un organe puisse traverser la France entière pour être greffé dans le sud, en Corse ou même éventuellement en Europe. Seule contrainte, il ne doit pas s'écouler plus de 6 heures entre le moment où on prélève l'organe et le moment où on le réimplante. Quand il m'a dit que je devais être greffée, j'ai commencé à pleurer parce que j'avais peur. Et quand on monte au bloc, on est sur une plaque très froide. On pense que c'est peut-être fini et que c'est peut-être la deuxième chance parce que c'est l'un ou l'autre de toute façon. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit que c'est le grand saut. Le don d'organes sauve des vies. Si vous souhaitez donner vos organes en cas de décès, faites-le savoir à votre famille. Procurez-vous une carte de donneur dans les hôpitaux ou les pharmacies.
La greffe a tout changé dans ma vie. La première chose, c'est que ça m'a permis la vie, et ça, c'est énorme. La greffe, c'est tellement d'espérance, tellement d'espoir. C'est lui qu'on applaudit. Est-ce que vous avez l'impression parfois que votre mari vit à travers ces 5 autres vies? Oui. Oui. Vous aimeriez, si c'était possible, savoir à qui on a donné ces organes? Qui sont ces personnes? Non, non, non. Pour respecter l'intimité des autres, parce que j'aurais peur de me mêler un peu de la vie intime des personnes, à savoir s'ils prennent soin de l'organe que mon mari leur a donné. Donc non, je préfère... Ne pas savoir? Ne pas savoir. Bon, à mon avis, on en prend soin quand on a été greffé. Normalement, oui. Oui, normalement, oui. Est-ce que vous pensez... Je pense, moi, que la vie, c'est un fil, quoi. C'est-à-dire, on reçoit et on donne. C'est-à-dire qu'il faut être aussi capable de passer à autre chose. Et notamment, vous donniez la vie à ce moment-là, puisque vous alliez accoucher. 1 mois après la mort de votre mari, vous avez donné naissance à cette petite fille. Qui vous a accompagné à la maternité? La coéquipière de mon mari, qui est la marraine d'Élise et Kathleen. Elle était à la hauteur? Tout à fait. Elle a coupé le cordon. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que ça représentait pour vous symboliquement? J'étais fière qu'elle soit là. Et je me disais aussi que Michael était là à travers sa coéquipière aussi. Merci de ce témoignage, Cindy. On continue avec des histoires incroyables et des histoires que je trouve personnellement merveilleuses parce qu'elles sont pleines de vie, même si on parle de la mort, on parle de la vie, hein, tout ça est lié. Hein. Tout à fait. La vie, de toute façon, ça finit mal un jour ou l'autre. Hein. Oui. Alors pourvu que ça puisse continuer pour d'autres, c'est la vie qui continue. Oui. On va maintenant écouter l'histoire de Coralie. L'histoire de Coralie, c'était une petite fille en fait qui avait 6 ans à l'époque où elle a été greffée. Il a fallu qu'elle comprenne aussi ce qui allait lui arriver. Regardez cette histoire. Je m'appelle Coralie, j'ai 18 ans et j'ai été greffée du foie à l'âge de 6 ans. Quelques mois après la greffe, je me suis demandé d'où venait le foie qu'on m'avait donné. Donc j'ai demandé à ma maman, et elle m'a répondu qu'il venait d'une petite fille. Et je lui ai demandé comment elle s'appelait, elle ne savait pas. Donc j'ai répondu, alors c'est Sarah. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment senti quelque chose qui naissait en moi. Et j'ai commencé à sentir que j'étais plus que Coralie, mais que j'étais 2. J'étais Sarah et Coralie. Ce que j'aurais envie de dire à Sarah aujourd'hui, c'est simplement merci. Je ne sais pas quelle vie je vais avoir, mais je sais une chose, c'est qu'on fera toujours route ensemble et que je ferai tout pour qu'on vive les plus belles choses qui soient. C'est ça l'espoir, une jeune femme en pleine forme qui a été greffée et qui vient aujourd'hui nous parler de son histoire. Je lui demande d'accueillir Coralie. Ça va? Très bien. Quand je vous vois, je ne peux pas m'empêcher de penser à la fille de Denise, parce que vous avez le même âge à peu près. Oui, j'ai 18 ans, donc Et comment ça va toi? ça va super bien. T'es en forme? Super. Passer des bonnes vacances, tu peux profiter Super. de la vie. Ouais, La rentrée aussi, tout ça s'est bien passé? super bien passé, oui. Tu avais 6 ans quand tu étais greffée. Tu comprenais ce qui se passait? Non, je savais qu'il se passait des choses importantes, mais je ne me rendais pas du tout compte de la gravité de la chose. Pour moi, c'était normal. La vie, c'était comme ça, et puis pas autrement. J'étais née comme ça, donc pour moi, il n'y avait rien de plus naturel, mais je ne me rendais pas compte de... Tu te souviens quand c'est arrivé? La greffe, le jour de la greffe. Oui, j'étais en train de dormir, ma mère est venue me chercher. Je me rappelle du voyage, on a chanté dans la voiture à tue-tête tout le voyage. Voilà, et j'ai des vagues souvenirs. J'ai surtout le souvenir qu'il fallait que je sois grande et forte. J'avais dit à ma mère, en partant juste devant les portes du bloc, j'avais donné ma tétine, mon nounours, et je lui avais dit « je suis grande et forte ». Voilà. Je me rappelle que j'avais la peur de la douleur et que c'était arrivé, voilà, que j'allais recevoir l'organe de quelqu'un et que ma vie allait changer. Mais, Et comment c'est venu ce prénom de Sarah?
Je ne sais pas vraiment d'où il vient. Je savais... À l'époque, les prénoms que j'aimais, c'était Jennifer, Jessica, etc. Nolwenn. Non, c'était pas encore à la mode. Mais Sarah, c'était pas le prénom que j'aimais le plus, mais c'était comme ça et pas autrement. C'est venu comme ça. Voilà, et je pouvais pas faire autrement, quoi. Ça sonnait faux sinon. 6 ans, c'est l'âge de transition pour l'école, hein. C'est le cours préparatoire. Voilà, et je me rappelle que j'étais super heureuse parce que j'allais rentrer au CP. Alors, je me sentais grande, donc je ne pensais pas vraiment à la greffe. Je pensais au CP où j'allais rentrer en septembre, et j'avais demandé à ma mère s'il y avait un CP au ciel. Parce que pour moi, ce n'était pas très important que ce soit au ciel ou sur terre. Je n'avais pas du tout peur de la mort. Donc, je lui avais demandé ça, et elle m'avait répondu de toute façon, le CP au ciel, il est nul, il ne faut pas y aller. Il n'est pas bien du tout. Le problème de carte scolaire, tout le monde sait de quoi on parle. Oui. Voilà. Elle m'avait répondu ça, voilà, mais c'était la grande chose et c'était très important pour moi. Et puis la vie a continué et la vie a encore été semée pleine d'embûches pour toi. Oui. On a pensé à une nécessité de greffe de poumon un peu plus tard. Vers l'âge de 10 ans, chez les enfants greffés du foie, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de problèmes pulmonaires à la suite. Donc vers l'âge de 10 ans, j'avais 40% de fonction pulmonaire. J'ai eu pendant quelques temps un fauteuil roulant. Parce que c'était trop difficile de marcher, de respirer, etc. Donc on m'a parlé d'une greffe de poumon éventuelle, mais heureusement je ne suis pas allée jusque-là. Et j'ai rencontré un super médecin qui m'a donné des bons traitements, mais j'ai surtout commencé à chanter. Et grâce au chant qui a beaucoup... développer tes capacités pulmonaires. Mes capacités, j'ai retrouvé 100% de fonction pulmonaire avec le chant, le spectacle. Bon, là, il y a eu un côté miraculeux avec le retour de tes capacités. J'espère que tu aurais dit oui si la question s'était posée. Je pense que j'aurais dit oui. Sans doute que tu aurais dit oui. Et tu comprends que Eva puisse se poser des questions? Ah, complètement. Et je comprends que peut-être elle ait plus peur de la greffe que de la mort. Quand j'étais petite, j'avais plus peur de la greffe que de la mort parce que la greffe, c'était la douleur, c'était la galère. Tandis que la mort, d'un côté, c'était plus paisible. Enfin, c'était que tout s'arrête, quoi, qu'on soit... Mais ça vaut le coup de vivre, je sais pas, je pose comme ça. Mais ça vaut carrément le coup de vivre. Ça vaut carrément le coup de vivre. Donc, à faire le choix, il faut prendre le choix de vivre parce que c'est merveilleux. Tant qu'à faire, si on a le choix. Tellement de personnes qui n'ont pas le choix, malheureusement. Comment tu convaincs les autres de prendre cette carte? La première chose que je dis, c'est que ça sauve des vies. Évidemment, c'est la chose la plus importante. Et une chose que j'ai envie de dire, c'est que dans le monde actuel, il y a beaucoup d'horreurs, hein, comme on les voit, mais que je pense qu'il serait temps de montrer que l'être humain peut être quelqu'un de miraculeux pour l'être humain. Et je pense que c'est une des choses les plus belles qu'on puisse faire, de sauver la vie à quelqu'un. Que l'autre peut devenir miraculeux pour l'autre. Voilà. Et que tout ça, c'est un seul et même groupe, peut-être aussi. C'est ça. J'ai demandé à Corinne Antoine de venir nous rejoindre, si vous voulez bien. D'accord, asseyez-vous. Oui, on a beaucoup parlé de ces cartes. Maintenant, il y a ce nouveau passeport de vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le passeport de vie, c'est un document qui a été conçu par une fondation qui s'appelle Greffe de Vie, qui s'engage, qui est une fondation assez récente. Voilà, on peut le trouver en pharmacie. Et c'est une fondation qui s'est engagée très fortement dans la promotion du don et dans la promotion de la greffe. Et qui est un partenaire, entre autres, de l'agence de biomédecine. Je veux dire que toutes les aides sont utiles et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour que ce message puisse être diffusé au plus grand nombre. Là, on prend sa carte, mais ça ne suffit pas? Non, la carte, il faut savoir que le système français est fondé sur le consentement présumé. On est, entre guillemets, d'accord pour que nos organes soient prélevés, sauf si de son vivant, on s'y est opposé et qu'on l'a confié à ses proches. Et donc, en fait, la loi demande à ce qu'on vérifie auprès des proches qu'il n'y ait pas eu de refus exprimé. Voilà, quel est le témoignage, quelle est la position du défunt sur le don d'organes de son vivant. Il peut très bien avoir une carte et, entre guillemets, avoir signifié la veille qu'il n'était plus d'accord. Donc en fait, on doit recueillir le témoignage de la famille. Donc, quel est le pourcentage de refus? Alors, ça dépend comment vous prenez le chiffre. Si vous prenez les familles qui sont prises comme ça, dans le désespoir,
de l'annonce du deuil, donc une situation dramatique. Accidentelle le plus souvent. Accidentelle, c'est un décès brutal, injuste, et donc vraiment une situation très dramatique pour ces familles. Lorsque souvent des personnes jeunes. Vous leur demandez à cette occasion de se prononcer, si jamais le défunt ne s'est pas prononcé de son vivant, on leur demande quasiment de se prononcer à sa place, donc on les met dans un choix terrible. Un peu délicat, ouais. Il faut préserver ces familles de ce choix-là. C'est déjà, donc, le deuil est déjà très douloureux. Il ne faut pas en plus que quelques semaines ou quelques mois plus tard, ils développent la culpabilité d'avoir fait le mauvais choix. J'ai dit non parce que j'étais en colère, mais en fait, il était généreux, il aurait dû dire oui. Et alors là, on rajoute en plus une peine supplémentaire à ces familles. Il faut absolument préserver ses proches. On regrette parfois d'avoir dit non. Est-ce qu'on peut regretter d'avoir dit oui? Je pense que c'est plus difficile dans l'autre sens, oui. Parce que je pense que quand on y réfléchit... Quand on y réfléchit, c'est donner un sens, entre guillemets, donner la vie après la mort. Et je pense qu'on y trouve toujours un bénéfice. Il faut absolument préserver ses proches de ce choix. Il faut en parler de son vivant. Je pense que la carte doit être un déclic, un déclenchement. J'ai pris la carte et je vais en parler à mes proches. Et à aucun moment, mes proches vont avoir cette incertitude d'avoir à parler à ma place et de rajouter ce niveau de peine supplémentaire, de douleur supplémentaire, éventuellement, je vous dis, de culpabilité au décours. Quand on regarde les sondages, quand on interroge le public tout venant, il y a eu un sondage en juin 2006 à l'occasion de la campagne sur le don d'organes, 82% des Français se positionnent en faveur du don. Quand vous regardez ce qui se passe lorsque vous accueillez une famille au moment d'un deuil et que vous leur demandez quelle était la position du défunt, vous avez 33% de refus. Donc vous voyez qu'il y a une différence très importante. Et pareil, c'est ces Français qu'on interroge et qui se déclarent pour le don d'organes. 60% d'entre eux déclarent ne pas en avoir parlé à leurs proches et d'avoir en fait cette conviction personnelle. Donc le message très important, c'est parlez-en autour de vous et ne mettez pas, préservez vos proches si jamais malheureusement un événement triste devait survenir et que vous deviez... Alors, si vous prenez votre carte de donneur à la suite de cette émission, ce sera déjà un bon début. Faites-le nous savoir sur notre site internet de Toute une histoire, ici à France 2. Ce sera intéressant pour nous de pouvoir peut-être vous recevoir et continuer à en discuter ensemble et de faire en sorte que ce soit comme le principe de la greffe, on donne, on reçoit et la vie continue, que tout ça soit un fil qui ne s'arrête jamais. À ce propos, je tiens à préciser que dès le 17 octobre, la Fondation Greffe de Vie proposera donc des passeports de vie. Le passeport, voilà, c'est un passeport en 5 exemplaires. L'idée, c'est qu'on en parle donc avec sa famille et avec ses proches. T'es en pleine forme, toi? Oui. Eh ben, toi, tu es l'espoir incarné. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt pour de prochaines histoires.